Bonjour à tous. 52,5 pour Emmanuel Macron, 47,5 pour Marine Le Pen. Jamais aucun sondage de second tour en 2017 comme en 2022 n'avait donné un écart aussi faible que celui publié hier par l'Institut de sondage Elab entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen peut-elle gagner l'élection présidentielle est désormais la question que chacun se pose. La détestation, pour ne pas dire la haine que provoque le président de la République auprès d'une partie de la population. La disparition du Front républicain, qui ferait monter l'abstention, puisque beaucoup d'électeurs de gauche ne se déplaceraient pas le 24 avril. L'adoucissement de l'image de Marine Le Pen, le réservoir de voix de la candidate du Rassemblement national. Pour la première fois, voilà les conditions d'une possible victoire de Marine Le Pen. Il y a beaucoup de façons d'entrer dans l'histoire. Si le quinquennat d'Emmanuel Macron précède l'entrée au palais de l'Élysée de Marine Le Pen, comme la mandature de Barack Obama avait annoncé Donald Trump, nul doute qu'on oubliera qu'Emmanuel Macron fut le plus jeune président de la République, qu'il fut élu sans parti et du premier coup, pour ne retenir qu'une chose, il sera l'homme qui aura permis à Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Nous n'en sommes pas là. Les déroules, les jeux ne sont pas faits. Il est 9h, Simon Guillain. Moscou annonce un cessez-le-feu à Mariupol, ville martyre depuis le début de la guerre. L'objectif, ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer les civils. Kiev a envoyé 45 bus pour procéder à cette évacuation. Environ 160 000 civils seraient toujours bloqués dans cette ville portuaire de l'est de l'Ukraine. À Sevran, le policier de la BAC qui a tué un homme samedi à bord d'une camionnette volée a été placé en garde à vue. Il sera interrogé par l'IGPN, la police des polices. En état de choc, il avait été hospitalisé et n'avait donc pas pu être auditionné avant. Cette affaire a provoqué de fortes tensions à Sevran et à Aulnay-sous-Bois. Une marche blanche est organisée samedi matin en mémoire de la victime. Et enfin, en 2019, à Villeurbanne, près de Lyon, un migrant afghan avait poignardé 8 personnes. Un jeune de 19 ans avait trouvé la mort, Timothée Bonny de son nom. Atteint de schizophrénie, l'assaillant afghan a été jugé pénalement irresponsable par la Cour d'appel de Lyon. Il n'y aura donc pas de procès. Philippe Guibert est avec nous, enseignant et consultant, ancien directeur du SIC. Christophe Bourseiller, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain. Paul Melun, vous êtes président de Souverain Demain. Marine Le Pen peut-elle gagner ? C'est notre premier sujet du jour. On ne croit jamais ce qui n'est jamais arrivé, par définition. Et je voulais vous faire écouter ce qu'avait dit le 17 avril 2022 Lionel Jospin. 2002, exactement. Le 17 avril 2002, c'était le 17 avril. Hein, ce qu'il avait dit, donc à 4 jours du 21 avril, ce qu'il avait dit d'ailleurs sur Canal+, à une question qui lui était posée. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Mais bonjour Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de la fondation IFRAP et on parlera tout à l'heure peut-être argent et candidat et campagne électorale, en tout cas projet financement, projet des candidats. C'est intéressant parce que c'est assez logique, on ne croit jamais, par définition, ce qui n'est jamais arrivé. On ne croit pas que ce soit possible, que ça arrive. Oui, mais bon, en même temps, vous voyez bien, il y a tellement d'étapes dans le processus démocratique. D'abord, c'est des sondages, donc méfions-nous. Au fond, vous ne croyez pas que Marine Le Pen, par exemple, puisse être présidente de la République. Vous n'y croyez pas. Lors des élections régionales, on a dit que le Rassemblement national allait gagner 3 ou 4 régions, il n'y en a eu aucune. Vous voyez, on a dit Mariani, il est déjà élu. Il n'a pas été élu. Donc, oui, je me méfie un peu de tout ça, d'autant plus, juste termine rapide, d'autant plus qu'il y a 3 ou 4 tours, c'est-à-dire que vous avez le second tour de l'élection. Alors, est-elle élue imaginons qu'elle soit élue. Il y aura une élection législative. Et là, je peux vous garantir que s'il y a une élection législative, il y aurait un front républicain qui se reformerait illico presto, même ça redonnerait un peu de vie à la gauche, et qu'elle aurait le plus grand mal à avoir une majorité, qu'elle se retrouverait probablement en cohabitation. Vous qui réfléchissez sur la vie politique, c'est très intéressant ce que dit Christophe Bourseiller. Les Républicains et le Parti Socialiste, très implantés régionalement, localement, et on l'a vu avec les élections, incapables de produire un candidat national. Ouais. La République En Marche et le Rassemblement national, c'est le contraire.
incapable d'avoir des élus locaux ou régionaux, mais incroyablement forts sur le plan national. Pourquoi ? Parce que tout repose la vie politique nationale repose sur des personnalités, sur des leaders. Et Emmanuel Macron est un leader, un président sortant. Marine Le Pen est une leader qui a subi beaucoup de vicissitudes depuis 2017, mais elle a une incarnation. Et d'ailleurs, elle a énormément travaillé sur son image. Et je répondais à Christophe Bourseiller en disant ça, il disait régional. Mais régional, c'est pas la même chose qu'une présidentielle. Non, c'est de l'enracinement, c'est de l'enracinement. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, mais pourquoi ? Généralement, il y avait toujours, dans l'histoire de la Ve République, corrélation entre... C'est fini, et c'est fini parce que le PS et les Républicains, c'est terminé. Ah ben, pas localement. Pas localement, mais nationalement, ce sont des partis. Localement, Pascal, c'est quand même une question de temps, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a un déport. Quand vous allez dans les territoires, un certain nombre de gens votent pour le maire parce qu'ils l'ont identifié, parce qu'ils savent qu'il fait du bon travail au niveau local. De même pour le maire de conseiller grande ville, PS, Anne Hidalgo, Nantes, Rennes, Lille. Il y a eu un peu de dégagistes aux dernières élections municipales dans les grandes métropoles, notamment avec les écologistes, à Poitiers, à Bordeaux, à Lyon avec Grégory Doucet, à Grenoble avec Éric Piolle. Il y a quand même des basculements, seulement je pense qu'il y a un effet décalage dans le temps et que ce qui se passe dans les territoires est un peu plus long à opérer par rapport à ce qui se passe d'abord au niveau national en termes de basculement de majorité. Et les Républicains, c'est le premier parti de France aujourd'hui. Si vous regardez en réalité en termes d'implantation, et c'est le paradoxe incroyable, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire. Et dans un mois, ils vont d'incarner cette. Dans moins d'un mois, ils vont parce qu'il y a un maillage territorial, des militants, des élus, même Marine Le Pen peut-elle gagner dans toutes les circonstances. Marine Le Pen peut-elle gagner ? On rappelle quand même que Jacques Chirac, en 2002, il fait 82% contre Jean-Marie Le Pen. On s'en souvient. Marine Le Pen, en 2017, on est à 66%. 66%. Avec un tiers d'abstention et de vote blanc. C'est quand même très important. Et 66% en 2017. Et là, il y a quelque chose à chaque fois. Ça se resserre. Et je disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, les présidents se répondent. C'est-à-dire que Trump est une réponse à Obama, Biden est une réponse à Trump. Et j'ai l'impression qu'en France, Nicolas Sarkozy était une réponse à Jacques Chirac, François Hollande était une réponse à Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron... Giscard. Oui, forcément. Et on sent la possibilité aussi pour cette raison-là. Une seule condition, c'est qu'elle arrive à crever le plafond de verre technique du débat du second tour. Oui, bien sûr. C'est là où ça va jouer. La France entière attend le débat du second tour. Pour une fois, peut-être que le débat va être plus important qu'il ne l'était. C'est entre ses mains. Elle joue tout. Elle joue beaucoup, d'ailleurs. Elle joue très gros, Marine Le Pen. Elle a beaucoup travaillé. Et quand vous avez eu un échec une fois, en général, vous revenez plus fort. J'ai peur qu'elle arrive très préparée. Enfin, j'ai peur. En tout cas, elle arrivera très préparée à ce débat. Et... Alors, peut-elle gagner ? Est-ce que Emmanuel Macron fait une campagne catastrophique ? Pour moi, c'est le problème. C'est qu'il y a une carence d'Emmanuel Macron qui ne fait pas campagne. Il n'a pas de récit, il n'a pas de souffle. Les marqueurs qu'il a mis en avant sont des marqueurs durs, qui sont impopulaires. La retraite à 60 ans, 65 ans, pardon. Et même sur le RSA, je pense qu'une partie de son électorat de centre-gauche a dû trouver que c'était un peu hard. Donc, il ne fait pas campagne. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de meeting. Il se livre. Il y en a un samedi. Et il a perdu un statut important qui était son statut de chef de guerre. Parce que la réalité est qu'aujourd'hui, les négociations sur l'Ukraine ne passent pas par l'Europe. Elles passent par la Turquie. Et donc, il a perdu ce prestige, cette aura du chef de guerre, et en même temps, il ne l'a pas remplacé par une campagne La forte. retraite à 65 ans, Agnès Verdier-Molinier, je ne parle pas d'un plan électoral, mais sur le plan simplement économique, c'est indispensable ? Ah oui, absolument. Et on m'explique que non, parfois, que finalement, on va avoir un mauvais cap à passer, mais qu'après, on retrouvera avec la démographie, ce sera beaucoup plus simple que ce qu'on dit parfois. C'est ce que disent ceux qui ont toujours cherché à ce qu'on réforme jamais la France. C'est ce que disait le Conseil d'orientation des retraites en 2016, qu'il n'y aurait pas de problème de financement des pensions. Et après, le même Conseil d'orientation des retraites nous disait qu'on aurait 10 milliards de déficit par an pendant plusieurs années. Oui, mais c'est un marqueur quand même. Moi, j'étais l'autre jour... C'est totalement infinançable si on ne repousse pas l'âge de... Moi, j'étais au téléphone l'autre jour avec une femme de ménage qui a 59 ans. 59. Elle ne sera pas concernée, évidemment, par cette retraite. Oh. Mais non, bon, elle me disait, cette femme, elle travaille depuis 40 ans, ou 35 ans. Elle me dit, je suis cassée.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'être courbé toute la journée, de passer l'aspirateur. C'est épuisant. Elle disait même, j'aimerais bien qu'un jour les ministres y fassent le ménage une fois dans leur vie pour qu'ils se rendent compte. Et à cette dame-là, qui a 59 ans, vous lui envoyez le message qu'elle va travailler jusqu'à 65. Tout dépend Mais Agnès, tout dépend de à quel âge elle a commencé à travailler. Elle a commencé à 25 ans. Les personnes... En général, elle ne commence pas à 25 ans après un bac plus. Généralement, tu n'as pas un master de femme de ménage. Tu commences très jeune à travailler. Vous avez bien vu. Mais vous lui dites quoi? Vous avez bien vu vous n'allez pas la faire dans travailler. les propositions qui ont été faites par Agnès, vous lui dites quoi? C'est impossible, en fait. La réalité, c'est combien d'années de cotisation. C'est ça le sujet. Oui, mais ça, c'est pas ce qui a été dit avec les... Avoir droit. C'est pas ce qui a été dit avec Emmanuel Macron. Avoir droit... Ah si, parce qu'en fait, en réalité, Emmanuel Macron... On n'a retenu que le 65 ans. Quand il chiffre son programme, il fait 15 milliards d'économies sur le report de l'âge, mais aussi, finalement, comme il y aura énormément de gens qui ne seront pas concernés, ils l'ont déjà dit, hein, les aides-soignantes, les infirmières, etc., il fait finalement que 9 milliards d'économies en net. Donc, sauf Agnès. Vous voyez bien que votre exemple, Pascal, il sera certainement dans ceux qui ne seront pas concernés par les 65 ans. Sauf Agnès, qu'aujourd'hui, l'argent, avec les 2 ans qu'on vient de vivre, c'est inaudible. On a balancé de l'argent à tout le monde, n'importe comment. On a fait, tant mieux d'ailleurs, visiblement, puisque autrement il y aurait eu des entreprises. C'est inaudible. Parce que maintenant, pour les gens, il y a de l'argent partout. La preuve, pendant 2 ans. Pourquoi c'est inaudible? Parce que les gens pensent qu'il y a de l'argent partout. Je suis désolé de vous le dire. Non, mais laissez-moi répondre à ça. Pourquoi c'est inaudible? Parce que le président de la République et son équipe ne veulent pas véritablement faire le bilan de ce qu'il y a dans nos caisses publiques et de où on en est. On nous dit formidable, il y a de la croissance, formidable, le déficit est moins important que prévu. C'est 160 milliards de déficit l'année dernière. On va être à combien en 2022? Plus de 150 milliards de déficit. Vous pourriez dire 140, 170. Oui, mais sauf que vous n'avez, ça vous a pas échappé. La dette qui est détenue par la Banque de France elle-même. Non, mais oui, mais attendez, ça c'est là aussi, c'est pas non plus nos limites. Il y a un moment où on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la limite. On a un peu l'impression que c'est nos limites. Ça l'a été. Franchement, ça l'a été. C'est sans fin depuis toujours, mais là on atteint des proportions quand même, vous le reconnaissez, qui n'ont jamais été à ce niveau-là. Là, on a une remontée des taux sur la dette française sur 10 ans et 30 ans. Il y a un an, on était à moins 0,06. Là, maintenant, on est à 1 mais est-ce que le drame, c'est pas justement que l'argent du contribuable à la est dans le dame que j'avais remboursement de la l'autre dette jour, qui a 59 ans, qui est cassée, et allez lui dire que les taux d'intérêt... Pascal a raison. Vous vous rendez pas compte? On a eu le quoi qu'il en coûte. Voilà. Et donc, on a eu cette impression. En plus, il y a eu l'élection. Et donc, c'est vrai, le gouvernement a été d'une générosité extraordinaire. Or là, on sait que si Macron est élu, ça sera son dernier quinquennat, puisque c'est ainsi que le veut maintenant la législation. Donc, il sera libre de réaliser un programme qui pourrait être bien un programme assez dur, si vous voulez. De ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on peut avoir un quinquennat d'austérité. Pour l'instant, il n'annonce. Pour l'instant, ça ne sera pas forcément son dernier quinquennat. Non, mais pour l'instant, parce qu'il peut se représenter. Il peut toujours se il n'a pas le droit. C'est 2 quinquennats consécutifs. Bon, écoutons Gabriel Attal. Peut-elle gagner? Il n'annonce pas de dépenses énormément supplémentaires parce qu'il sait très bien qu'on est dans une situation où l'étau va se resserrer autour de nous et où la charge de la dette va commencer à monter. C'est déjà le cas. C'est 5 milliards de plus là parce qu'on a une partie de la dette qui est indexée sur l'inflation. Donc, on ne va pas pouvoir financer éternellement des niveaux de dette aussi importants avec des taux qui vont être beaucoup plus élevés. Mais le problème, ce n'est pas le financement de la dette, c'est le financement de nos investissements. C'est qu'on doit investir dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Philippe, à commencer par les 10 secondes. Parce que je constate juste les 3 candidats qui ont proposé 65 ou 64 ans. Il y en a 2 qui sont à 10%, Pécresse et Zemmour. Et Emmanuel Macron, depuis qu'elle a fait cette annonce, a perdu que des points. Et les 2 qui progressent, Mélenchon et Le Pen, sont sur des propositions qu'on peut juger démagogiques par ailleurs. Il y a quand même un problème, c'est que la majorité de la population active n'en veut pas. Mais attendez, il faut quand même l'entendre. Est-ce qu'on leur pose la bonne question aux Français? Est-ce qu'on leur dit... Non, arrêtez. Est-ce qu'on leur dit... Arrêtez ça. Moi, ça fait 40 ans qu'on dit, on vous a mal expliqué. Vous êtes trop bêtes. Non, je dis pas qu'ils sont trop bêtes. Si, c'est ce que je dis qu'on leur dit pas la vérité, justement. On leur dit pas que si on repousse pas l'âge de départ à la retraite, on va baisser leur pension. C'est ça la réalité. Mais oui, mais pourquoi elle baisse déjà la pension? Mais parce que déjà, on est dans une situation où il y a trop peu d'actifs pour
financer Agnès. trop de personnes Si qui on sont commençait déjà à la par régler retraite. ça. Mais oui, mais comment on fait Agnès. À un moment, Agnès, avec un Agnès. modèle Les entreprises. social qui coûte beaucoup plus cher, vous savez que le taux Agnès. de cotisation, c'est 28% pour financer les retraites. Je vais vous dire, c'est le contraire. Mettre la retraite à 65 ans, c'est une manière de baisser Ah oui. les retraites. Bah c'est oui. ça. Et Mais c'est non. perçu Mais comme non, tel. justement. Évidemment. Justement. Évidemment, les gens, ils ont bien Justement compris pas. que tu Mais vas juste- jusqu'à 65 ans, comme ça, les justement retraites seront moins importantes. Justement pas. Évidemment. Ma Sur les fins de génération, carrière. Ah, évidemment, les ma fins de carrière. génération, celle Il qui est 20 travaille en il ce est moment, 9h15. qui est active en ce moment, s'il n'y a pas le report de l'âge, Il est on 9h15. va avoir des taux de remplacement qui Il est vont 9h15, s'effondrer. Ali. Agnès. Agnès. C'est joli, Agnès. Comme prénom. Quelle nouvelle, le petit chat est pas. Agnès. Guylain Simon. 7 militants de l'organisation Greenpeace ont été arrêtés tôt ce matin. Ils se sont introduits sur le chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville, en Normandie. Ils dénoncent l'irresponsabilité des candidats pro-nucléaires à la présidentielle. Nucléaire Macron irresponsable, c'est ce qu'on pouvait lire sur l'une des banderoles brandies par ces militants. Tchernobyl bientôt libéré. Les troupes ont commencé à quitter cette ville à 100 km au nord de Kiev. C'est une affirmation d'un haut responsable du Pentagone. Toujours selon lui, les forces russes se dirigeraient vers le Bélarus. Et enfin, Bruce Willis met un terme à sa carrière. C'est sa famille qui l'a annoncé hier sur Instagram. Le célèbre acteur américain est atteint d'aphasie, un trouble du langage dû à une liaison cérébrale. On l'a vu notamment dans le film Die Hard, sorti en 1988. Il vient tout juste de fêter ses 67 ans. Il y a une forme quand même de courage électoral, voire de suicide électoral pour Emmanuel Macron, parce que celui qui lui a proposé de mettre la retraite à 65 ans, je ne sais pas si c'est une de ses idées. Alors effectivement, on peut dire que c'est courageux, parce que c'est dire la vérité aux Français. Agnès qui Pas la vérité, Mais- leur mais- vérité. Parce que... Mais vraiment, là, c'est un marqueur, boum, ça percutait mais en réalité, immédiatement. Pascal, il n'y a Oui. pas le choix. Vous voulez quoi? Ah, il y a Vous toujours voulez- le choix. Non, non, Il y a il le n'y a choix, pas bien le sûr choix. qu'il y a le toujours choix. le choix. Tous les pays Sinon, il y en a d'Europe plus en sont démocratie. déjà à 65 ans Il y a- autour de nous. Les Allemands vont vers les 67 ans. En réalité, on est un îlot où on se dit, nous, on a les 35 Mais heures, regardez. on travaille que jusqu'à 62 ans, on travaille 7 milliards d'heures de moins Et que pourquoi la moyenne Non, mais des pays Il y a européens. une question autour en de plus nous, qu'il faudrait tous aborder, les c'est ans. comment fait-on pour des seniors, des personnes qui ont 50, 58 ans, Qui bossent 60 ans, qui ne bossent plus déjà. Moi, je parlais avec une dame qui était expert comptable Oui. dans une petite PME en région. Cette dame, elle est considérée comme obsolète sur le marché parce qu'elle maîtrise plus les bons logiciels. sûr, mais Elle tout est autre- inembauchable, cette dame, et Mais elle alors, attend la attendez, retraite. vous Laissez-moi pensez- terminer. vous Laissez-moi pensez qu'à terminer. Elle 55 attend. ans, on n'est pas Laissez-moi capable terminer. de se Elle attend. former Laissez-moi terminer. Elle attend 2 ans, pauvre femme, parce que de toute Apparaître façon, journaliste elle n'arrive pas 55 ans, à avoir elle de va pas boulot. s'en refaire. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la mettre dans la précarité. Vous allez avoir une masse de gens de plus qui vont être dans la précarité entre 58 et 65 ans. Et en plus de ça, dernier élément, l'espérance Alors, de vie en bonne avançons. santé va Je réduire avec la pense retraite à qu'il est 65 ans. dommage Donc, de c'est penser dommageable en pour la société. 2022 Il me semble quand même qu'à que la réforme de 55 ans Macron ou est à 58 ans, on est vieux. Bon, À les caisses de 54 retraite, ans, à les 55 caisses de ans, à retraite, 58 ans, on n'est pas les vieux. caisses de retraite, elles sont bénéficiaires. La réalité. Ah oui, oui. Non, mais attendez. Non, mais La- voilà, les caisses de La retraite, elles sont réalité, bénéficiaires c'est ou que pas? Agir Carco, les complémentaires, Les oui, caisses de retraite les sont-elles complémentaires bénéficiaires? sont bien gérées, D'accord. mais la retraite de base, vous le savez bien, elle est plutôt régulièrement déficitaire. Et la retraite des fonctionnaires, vous ne savez pas ça, mais vous avez des niveaux de déficit cachés de l'ordre Oui, c'est vrai. de 8 milliards d'euros par an qui sont financés par nos impôts, parce qu'il y a des modes de calcul Avançons. qui sont beaucoup plus favorables pour les pensions publiques, de l'ordre de 20% de plus par mois à l'arrivée, sur des niveaux de cotisation identiques. Donc Avançons. là aussi, il y a un problème, c'est qu'il y a un déficit caché énorme de nos pensions publiques que personne ne met jamais sur Ah, la j'avais table. pas vu les images qui sont derrière moi. Vous avez tous les candidats, Pascal. Oui, oui. Alors, on m'entend pas, dit Marine On Lançon, voit quand pas je ceux le du tourne. bas. Hein. Alors là, je vais mettre tout bas. Regardez les photos derrière. Hop. Vous êtes entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Eh ben, c'est mon Pascal. positionnement politique. Voilà. C'est Mais je m'en exactement, doutais. c'est mon positionnement politique. Voilà. On va écouter Gabriel Attal qui était ce matin chez Laurence Ferrari, parce que notre question, c'est Marine Le Pen peut-elle gagner? Écoutez. Il y a des sondages qui sont régulièrement publiés qui montrent qu'il y a match dans cette élection. Et une élection, vous savez, elle tombe jamais du ciel. Il faut aller la chercher, il faut aller convaincre les Français. Et donc on va continuer avant le premier tour, puis
avant le deuxième tour, je l'espère, que le président de la République sera qualifié, à convaincre les Français qu'il a le meilleur projet. Marine Le Pen, elle propose un projet qui consiste à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre et à faire à chacun la promesse qu'il a envie d'entendre. Elle baisse les taxes, par exemple, de l'essence. Elle explique aux gens qu'elle va baisser, voire supprimer toutes les taxes, baisser, voire supprimer les impôts, impôts sur le revenu qu'elle va le supprimer jusqu'à 30 ans. Bon, et je fais juste une parenthèse sur les retraites. Vous disiez qu'il y avait les retraites fonction publique. C'est pas au privé de payer les erreurs de la fonction publique, si vous me permettez. Et justement, pardonnez-moi de le dire. Non, mais attendez, justement, aujourd'hui, vous avez un vrai sujet de mode de calcul. Oui, mais c'est pas au privé de payer ça. C'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, Pascal. C'est qu'on a des milliards qui sont financés par les impôts des gens du privé pour payer finalement le déficit qui est masqué des pensions des agents publics et surtout des agents de l'État. Donc moi, je vous dis que c'est à peu près 8 milliards d'euros par an. Donc, pour les agents de l'État, vous avez 1 million de professeurs et d'enseignants. Oui, mais vous voyez, avez des policiers qui ont travaillé durement, qui peuvent aller à la retraite aussi. On a fait le comparatif entre un professeur du privé sous contrat et un professeur du public. Il y a les mêmes cotisations, mais à la fin, il n'y a pas la même retraite. Donc ça, c'est un pays équitable. Elle est pas grosse, la retraite des enseignants. Non, mais oui, mais l'écart, il est de 20% à la fin. Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Ce n'est pas logique, mais si on... Et ça, c'est payé qu'il faut mettre la par retraite nos à 65 ans. Mais parce que la réforme de l'État, en fait, c'est qui est ni de droite ni de gauche. La réforme de l'État, personne ne s'y attaque vraiment depuis la nuit des temps. Alors, on est sur le sujet... Il serait peut-être temps de s'y attaquer et donc ne pas mettre sous le tapis des dossiers qui, quand même, sont l'avenir de la France. On va faire l'émission sur les retraites. Elle est très forte, en fait, Agnès Verdier. Mais pourquoi ils ne vous prennent pas au gouvernement? Vous pourriez être ministre de l'économie. Alors, ministre de l'économie, ça serait un peu libéral, ça serait un peu rude. Je crois qu'il y a mettrait porte-parole du gouvernement. Vous êtes une libérale. Je crois qu'il y a beaucoup de combats à mener depuis la société civile. Vous savez, c'est là qu'on influe le plus sur le débat public. On est sur Marine Le Pen, peut-elle être présidente, peut-elle gagner? On vient d'écouter Gabriel Attal. Maintenant, on va écouter Madame Arthaud. D'abord parce qu'on l'écoute, c'est intéressant. Mais non, c'est toujours bien d'écouter Nathalie Arthaud. Mais bien sûr, c'est intéressant d'écouter Monsieur Poutou aussi parce que de les écouter en ce moment, on les écoute peu d'habitude. Et puis il y a le temps de parole. Très honnête. Je pense en plus, je pense que, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est... Non, mais ce qui est intéressant chez Madame Arthaud, c'est qu'ils n'ont pas vu en fait, ils n'ont pas vu le XXe siècle. C'est des gens qui n'ont pas vu ce qui s'était passé au XXe siècle. Plus quand même, parce qu'il est rentré dans le wokisme, l'islamo-gauchisme. Madame Arthaud, non. Donc ils n'ont pas vu. C'est ce qui fait l'intérêt de Nathalie Arthaud. C'est que contrairement à toute une partie de la gauche qui a sombré dans le wokisme, pas elle. Madame Arthaud, et Fabien Roussel non plus. Madame Arthaud, née en 1917, c'est le grand soir, c'est la Révolution. Et pourquoi pas d'ailleurs? C'est pas faux, c'est complètement vrai. Donc on entre dans le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg et on en est là et on est en train de chercher le tsar. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est la villa Hypatia. Et après, c'est le grand soir qui arrive. Mais c'est une vraie révolutionnaire. C'est formidable d'ailleurs d'avoir des vrais révolutionnaires. Donc c'est une société sans classe. Absolument. Sans classe. Donc voilà. Il résoudrait peut-être nos problèmes de retraite. Exactement. Bon, alors vous Vladivostok direct. Mais on sera ensemble. C'est ça qui sera sympa. Vous, c'est le goulag direct. Les choix qu'on a fait, nos choix collectivistes, nos choix de dépenser plus que les autres, de taxer plus. Collectiviste en France. Écoutons Madame Arthaud, Agnès. Non, mais les choix que nous avons faits, la plupart des pays les ont pas copiés. Les 35 heures, qui les a copiés? Non, mais on va terminer l'émission à 18h. Je peux pas lancer un sujet, vous parlez. Un débat sur les 35 heures en 2022, c'est risqué. Et allez, vous y retournez, vous aussi. Madame Arthaud, je voudrais qu'on l'écoute. Madame Arthaud. Ce qui m'inquiète, c'est en effet la poussée des idées d'extrême droite, ce nationalisme, ce racisme quasiment décomplexé là, qui s'est exprimé dans cette campagne, parce que ça, c'est du poison. C'est du poison pour le monde du travail, parce que le monde du travail, précisément, il est composé de femmes et d'hommes de toutes les origines. Mais ceux qui, effectivement, votent pour Marine Le Pen, ils se trompent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils se trompent, parce que Marine Le Pen, elle n'est pas du côté des classes populaires et du monde du travail. Encore une fois, vous savez, quand on est anti-immigré, on est anti-ouvrier. Parce que, voilà, le monde du travail, il est composé beaucoup de travailleuses et de travailleurs immigrés. Et heureusement qu'ils sont là pour faire tourner les hôpitaux, les chantiers, etc. Il n'y a que Madame Arthaud qui ne se trompe pas. Elle a raison, là. Non. Elle a raison, là, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est vrai, quand on est anti-immigré, on est anti-ouvrier. C'est vrai, finalement, les immigrés sont des gens dont on a bien besoin, dont les grandes entreprises ont bien besoin régulièrement pour justement les travailler sur les chantiers, faire les métiers
métiers les plus pénibles. Si vous regardez les chantiers de construction dans les villes, c'est toujours des immigrés qui sont en train de taper le long des façades. C'est toujours ça. Donc je trouve que de ce point de vue-là, elle parle juste. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais là, je suis d'accord. Georges Marchais, en 1981, déclarait « Il faut mettre fin à l'immigration légale et illégale ». Il allait très loin, Georges Marchais, à cette époque-là. Bon, et le Parti sondage a une tradition aussi d'explication du fait que la nation est le bien de ceux qui n'ont rien. C'est pas les mêmes. Et donc, oui, mais vous voyez, il y a quand même plusieurs lignes. Et Mme Marteau, elle n'est pas forcément... Les sondages. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le sondage Elab. C'est le seul. Hein. Voilà, c'est le seul. Opinionway, Emmanuel Macron 28, Marine Le Pen 20, Jean-Luc Mélenchon 15, Valérie Pécresse 11, Zemmour 10, etc. Je vais quand même vous faire part d'une discussion privée que j'ai eue avec un institut de sondage, une personne. Ouais. Il m'a dit on est perdu. On est perdu, on a sans doute trop redressé au départ Zemmour, on est perdu. On s'appelle les uns les autres, on est perdu. Leur grande trouille, c'est... C'est ce qu'il m'a dit. C'est pas très rassurant ce que vous nous dites là, Pascal. Leur grande non, trouille, mais c'est la participation, Pascal. Oui, parce que c'est ça qui n'arrive c'est pour pas. ça. C'est une des raisons. C'est ça C'est ce qu'il m'a dit, mais très gentiment d'ailleurs. Et puis c'est ça qui techniquement, ils n'arrivent pas à bien l'évaluer. On l'a vu au régional. Oui. Et donc, la vraie incertitude de cette élection, c'est la participation. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas surestimer les instituts de sondage. Je parlais aussi avec un autre sondeur qui me disait, mais le sondage, c'est l'instantané de la population à 9h20, 25 du matin, et puis à 9h35, la France change d'avis. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une campagne. On est dans une campagne éclair. Et cette campagne éclair, tout peut changer très rapidement. Oui, une campagne éclair. Oui, c'est une campagne éclair. C'est une campagne qui a quasiment pas eu lieu, qui se traduit finalement par quoi? Par 3-4 semaines de campagne réelle, alors qu'on avait des mois de campagne précédemment. Donc tout est concentré sur quelques jours. Je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que la campagne, elle existe depuis l'automne et que justement, elle est partie plutôt avant, que Éric Zemmour a imposé des idées bien avant les autres. Donc je partage pas votre avis. Nous, on peut comparer avec ce qu'on a fait en 2016-2017. On avait déjà des comparateurs des programmes un an avant l'élection en ligne. Elle ne me respecte même pas. Elle se moque mais complètement de celui. Mais là, il y a eu un duel, Zemmour-Le Pen, quand même, il faut bien le dire. C'est vraiment intéressant à observer, parce que là, vous avez un retournement de tendance en direction de Marine Le Pen qui est très fort. Là. On a enfin trouvé quelqu'un qui arrive à vous interrompre. Voilà, ça faisait des années qu'on attendait. Vous allez me donner le truc. Les femmes ont un pouvoir beaucoup plus important sur moi. Il était temps d'ailleurs. Et je suis d'accord avec vous, il était temps. La pause. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Il est 9h30 et dans le bon ordre, cette fois-ci, Simon Guillain. La trêve hivernale prend fin aujourd'hui. En vigueur depuis le 1er novembre, cette période de 5 mois impose qu'un locataire ne peut être expulsé de son logement. Malgré cette échéance, EDF annonce ne pas couper l'électricité à ses clients qui peinent à payer leurs factures. L'inflation accélère en France. Ce mois-ci, elle est de 4,5% sur un an. Selon l'INSEE, elle était de 3,4% le mois dernier. Une hausse qui s'explique principalement par l'augmentation des prix de l'énergie, des produits manufacturés et de l'alimentation liée à la guerre en Ukraine. Les conséquences de la guerre en Ukraine, justement, vont impacter le prix de la baguette, une augmentation d'environ 5 centimes dans les prochaines semaines. C'est déjà la deuxième fois en un mois que les boulangers sont contraints de devoir augmenter leur prix. Certaines pâtisseries sont également concernées. Marine Le Pen peut-elle gagner? C'est notre question du matin. Vous voyez le sujet de Marie Conan. L'élection présidentielle approche et beaucoup de Français semblent déjà avoir fait leur pronostic. Je pense que c'est Macron et Le Pen, non? Je pense que c'est déjà fait et qu'au second tour, bien sûr, on aura un Macron-Le Pen. Macron et Marine Le Pen pour moi. Mais après, ce qu'on doit suivre au sondage, j'en sais rien du tout. Comme c'est passant, 3 Français sur 4 ont déjà une idée précise de l'identité des finalistes pour le second tour, d'après un rapport réalisé par l'Institut de sondage CSA. Mais alors, ce sentiment d'élection déjà joué d'avance pourrait-il décourager les gens à aller voter? Je ne pense pas, parce que finalement, vous voyez l'identité peut-être des finalistes, que ce soit sur 2007, Royal-Sarkozy, sur 2012, Hollande-Sarkozy, ou sur 2017, Macron-Le Pen étaient souvent plus ou moins connus à l'avance. Cela n'a pas empêché les gens de se déplacer massivement
pour aller voter, que ce soit au premier ou au second tour. D'après cette spécialiste, l'effet de ce duel préannoncé pourrait au contraire encourager un vote protestataire, notamment pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas se voir rejouer, comme en 2017, le match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen peut-elle gagner ? Parmi les raisons qu'on donne également, il y a cette affaire des cabinets de conseil qui commence à infuser, même si c'est un poil compliqué. Vous qui avez travaillé dans les ministères. Personne, au fond, ne comprend qu'on puisse faire appel à des cabinets de conseil pour éclaircir une situation donnée alors qu'on a une administration pour cela. L'exemple des APL est intéressant. C'est une société de conseil qu'on a payé 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Bon. Moi, je voudrais voir le rapport qui a été fait. Où est-il ce rapport ? Visiblement, on ne le verra pas puisqu'il n'y a pas de transparence dans ces cas-là. Il y a eu un appel d'offres, mais cet appel d'offres, en quelle année a-t-il eu lieu ? En 2017 ou 2018 ? Combien de personnes, combien de cabinets ont candidaté ? Qui a décidé ? Comment on a décidé ça ? Et ce rapport, il fait 10 pages, 20 pages, 30 pages. Il a combien de temps ont travaillé ces gens-là ? Et c'est de l'argent public. 4 millions. Donc les gens, c'est à la fois compliqué, mais ils comprennent en gros que ça ne sert à rien. Alors, toutes les grandes entreprises utilisent des conseils avec des millions et des millions d'euros. Donc, que l'administration en soi puisse faire appel de temps en temps à des conseils, ça n'a rien d'aberrant. Mais si, mais si. Mais si. Ben pourquoi ? Je suis désolé de vous le dire, si. Et pourquoi ? Parce qu'on a une administration pour ça. On a. Pourquoi dans les entreprises il y a aussi une administration, il y a aussi des gestionnaires. Alors, pour essayer je crois que ça pose la question de l'état profond. C'est-à-dire le vrai problème, c'est que pour une raison, peut-être ça pose la question du dysfonctionnement de l'État français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes pressé dans l'urgence, que vous êtes le gouvernement, eh ben vous faites appel à un cabinet de conseil, parce que si vous faites appel aux structures de l'État, eh ben il y a une lenteur, une lourdeur bureaucratique qui fait que vous n'obtenez pas satisfaction dans les APL. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous rappelle qu'il n'y a pas que Macron qui fait appel au cabinet de conseil. Sarkozy, Hollande faisaient la même chose. Et ça n'a pas. Mais enfin, c'est de l'argent. C'est lié au dysfonctionnement de l'État. En général, les cabinets de conseil qui interviennent dans les entreprises, il y aurait beaucoup à dire. Honnêtement, ça dépend. Moi, je pense qu'il faut éviter le discours général sur les. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même des. Il y a des gens de grande qualité dans les cabinets de conseil. Mais sûrement, j'entends tout ce que vous dites. Connaît. Bon, d'accord. Mais enfin, tu as besoin d'un cabinet de conseil pour baisser les APL de 5 €? Il faudra avoir une vision d'ensemble sur à quoi ont servi ces conseils. Moi, je les ai connus dans l'administration. Oui. C'était pour aider à la réorganisation de l'administration. Parce que la philosophie qu'il y avait derrière ça, c'était de se dire, là, je vous rejoins, c'est que l'administration ne va pas être capable de se réformer elle-même pour faire mieux avec moins. Puisque ça, c'était le slogan d'Emmanuel Macron et d'autres gouvernements, d'ailleurs, depuis 2017. Et donc, l'appel à ces conseils, à ces cabinets de conseil, a été pour aider et accélérer la réorganisation. Je vous dis les intentions. T'as 6 millions de fonctionnaires en France, je trouve ça incompréhensible. Mais il y a plein de choses. Vous avez été aussi, qu'on en a parlé 10 fois. L'autre jour, il y a eu un appel d'offres qui a été fait de ça. L'argent dilapidé. Le service d'information du gouvernement, tu l'enlèves demain. Tu l'enlèves demain. Le service d'information du gouvernement, tu le supprimes demain. Ça ne change rien à la France. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je peux vous dire autre chose. C'est de l'argent public. Il y en a marre, en fait, de cet argent public. C'est notre argent. Il y en a ras-le-bol. De le dilapider n'importe comment. D'abord, c'est une goutte d'eau dans les budgets de l'État. Ah, c'est toujours une goutte d'eau. C'est toujours vrai. Mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau, c'est les grandes. Ça a été créé sous Jacques Chirac et Giscard d'Estaing. Mais j'en ai rien à faire. Vous adorez la période Giscard d'Estaing. Donc, vous êtes resté un peu d'ailleurs. Je vais vous dire, il faudrait la réforme de l'État. Il n'y a qu'une réforme. Donc, ça fait 40 ans, 50 ans que ça existe. Donc, on fait. Et donc, ça fait 2 missions. C'est une goutte d'eau, c'est toujours pareil. On ne fait jamais d'économie parce que c'est une goutte d'eau. Là, il y a 1 milliard qui sont partis dans les cabinets de conseil. 1 milliard. Pour interrompre Pascal, que je puisse répondre. 1 milliard. Alors, écoutons d'abord Amélie de Montchanin et après, je vous donne la parole. Parce que hier, ils ont fait une conférence qui était une catastrophe, évidemment, ou pour le moins, ça n'a pas été très. Ils remettent en plus une pièce dans la machine. Donc, Amélie de Montchanin, écoutons. Vous le voyez, le quoi qu'il en coûte, qui a permis de sauver notre économie, de sauver nos emplois, a demandé et a mobilisé une énergie considérable au sein de l'administration, parfois, c'est vrai, avec des renforts. Alors, il est légitime que les Français nous demandent, à travers leurs représentants, dans quelles conditions ces mesures inédites ont été mises en œuvre. Et oui, le gouvernement assume pleinement de dire que dans ces circonstances exceptionnelles, il a dû s'appuyer
sur des renforts. Alors ça, c'est le nouvel élément de langage depuis hier. Il y a eu la pandémie, on avait besoin des cabinets de conseil. Faux! Ils existaient 2017, 2018, 2019, mais ils nous prennent pour des lapins de trois. Franchement, ils nous prennent mal à l'aise sur mais cette ils sont. question. Mais attendez, C'est un scandale de dire ça. je crois que le problème... Parce que c'est faux. C'est-à-dire que maintenant, et Gabriel Attal a dit la même chose ce matin, élément de langage, ah bah oui, c'est la pandémie, il a fallu... Ça existait 2017, 2018, 2019. Puis même ça existait sous des C'est gouvernements. Voilà. la preuve que Moi- l'État ne fonctionne pas bien. Moi, je veux simplement qu'on arrive avec le document, on dit voilà, on a fait un cabinet de conseil, voilà à quoi ça nous a servi, voilà pourquoi ça nous a aidé. Tant que je ne vois pas ça, c'est nébuleux, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais Pascal, le problème, c'est pour tous les rapports qu'on a publiés et non publiés, sur lesquels on n'a parfois aucune information, des informations sur certains rapports de l'Inspection générale des finances ou de l'Inspection générale des affaires sociales. Il y en a plein qu'on n'a pas, qu'on demande nous depuis des années à la Fondation Pourquoi on les IFRAP. a pas? Mais Parce que c'est confidentiel. parce qu'ils sont confidentiels. Parce que l'État a le droit de et garder vous pour savez, lui la des Cour, rapports. la Cour des comptes Je suis désolé. a certains rapports sur lesquels nous n'avons pas accès. Il y a Ça, c'est plus énormément... rare, la Cour. Oui, mais Cour des ça comptes, arrive normalement, aussi, ils sont- et ça arrive aussi. Et l'Inspection générale des finances, moi, parfois, j'ai consulté des rapports qui étaient extraordinaires, qui Bien pointaient sûr. tous les gaspillages Bien sûr. publics, qui pointaient toutes les économies, et qui n'ont jamais été portés à la connaissance de nos concitoyens, et même de nos parlementaires. C'est la tradition quand même de l'État. Non, mais la hein, tradition, de garder il y a un pour lui les moment rapports où la qu'on lui remet. tradition de l'opacité, On a bien la compris, tradition de de l'opacité pas ne peut pas, de nous raconter des salades. peut Ça, pas j'ai nous bien compris que c'est la permettre- tradition de l'État. Oh là Non, mais là, vous êtes dans la démagogie Non, entière. Ah, mais Ah, mais là, là, vraiment, vous êtes... Non, mais- je veux bien être dans la démagogie, mais vous voyez où on en est quand même. Efficace. Non, mais Vous voyez non, bien où là, on là, en est quand même, Philippe. Il y a un Est-ce que- moment, il faut est-ce ouvrir que les vous- yeux, quoi. Je ne fais qu'ouvrir les yeux. Je veux dire, ça fait, c'est plus, en fait, c'est plus possible. Est-ce que vous vous d'avancer souvenez, comme cela. Pascal, du rapport CAP 2022 ? Non. C'était le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe avait nommé toute une équipe, un aéropage de personnes de l'administration pour dire quelles étaient les économies, comment faire pour réorganiser l'État, les missions publiques, etc. Ce rapport, ils l'ont enterré. Le rapport Perruchot sur les syndicats, vous vous en souvenez ? Commission d'enquête à l'Assemblée nationale, etc. pendant des semaines. Et là aussi, rapport enterré qui a été finalement Mais il y a publié. plein de rapports Non, mais enterrés. attendez, C'est le, sous tout non, le le gouvernement, sujet, alors que les Le sujet, pardonnez-moi de le publié. recentrer. Est-ce que l'affaire des cabinets de conseil peut être à Emmanuel Macron ce qu'ont été les diamants de Bokassa à Valéry Giscard Eh ben, d'Estaing? moi, je pense que non, si les rapports sont publiés dès ce soir. Tous les rapports en question. Ah, on peut et les qu'on dit- publier? Mais ils les et pourquoi publieront pas, hein. Et pourquoi pas Mais parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils les Mais- publieront pas. Le- Mais c'est pour ça qu'ils les publieront pas. Moi, je vous le dis, parce que si tu les publies, on va les lire et on va dire mais ils se fichent de nous. Donc là, Ils se fichent la de nous. Mais je ne crois pas. Parce que moi, Ah, mais moi, je vous le moi, j'en ai dis. lu pas mal des rapports. Quand même. donc, je ne crois pas. Il n'y a Pascal. rien dedans. Donc, Il y a le des gens qui sujet- ont pris des le commissions sujet, c'est pour de- en gros dire ce que les autres. Quand je dis il n'y a rien dedans, ils ont dit ce que les autres auraient dit. C'est vrai que les facturations sont excessives, mais en même temps, Ça je dépend vous dis rapporté encore au une fois, travail. ça correspond à une demande que je comprends très bien d'un ministère et qui a besoin de Alors, réponses rapides pour pouvoir Il a avancer. cité, Gabriel Attal, Nicolas Bouzou tout à l'heure. Il dit qu'il y a des économistes comme Nicolas Bouzou qui ont dit qu'effectivement, c'était bien d'avoir un cabinet de conseil. Bon. Ça peut être bien. ça Oui, dépend sauf que du Nicolas cas. Bouzou, il appartient à un cabinet de conseil. Donc, il aurait pu le dire simplement, Gabriel Attal. C'est vrai. Et Oui, Nicolas bah oui, c'est Bouzou vrai. Il a aussi. remis. Et la deuxième chose, c'est que l'argument élément de langage qui est de dire ah oui, mais attention, ça se fait partout en Europe. Ok. Mais en Europe, il y a 2 fois moins de fonctionnaires que chez oui, nous. alors moi, j'aimerais bien dépend. intervenir En Allemagne, il y en a moins. Donc, Mais là ils sont encore, dans les- élément ils de sont dans les langage. régions, hein, sur ce Pascal, sujet. Élément de langage. Sur ce sujet, moi j'ai cherché à avoir auprès de Madame de Montchalin le chiffre de combien nous avaient coûté les autorisations spéciales d'absence de nos agents publics dans les ministères, dans mais les c'est un autre collectivités sujet, ça. locales. Mais C'est un non, autre c'est pas sujet. un autre sujet. Ah, si. Pendant la pandémie, mais 2021, on a eu énormément d'agents qui étaient chez eux, qui n'étaient pas en télétravail. Et on n'a jamais comptabilisé ça dans le chômage partiel. Et pourtant, ils étaient payés à 100%. On n'a jamais eu de chiffres. Et ça, c'est pas 1 milliard ou 290 millions comme le Conseil en stratégie. C'est des milliards d'euros qu'on n'a jamais chiffrés. Donc moi, j'aimerais bien que quand on dit on a besoin de renforts, qu'on nous explique où étaient les agents des administrations qui étaient payés par nos deniers Alors, et qui étaient restons censés sur les cabinets de travailler à la conseil. gestion de la pandémie. Restons sur les cabinets de conseil. Je Mais non, rappelle mais que... c'est totalement Oui. lié. J'entends bien. Je rappelle que vous travaillez pour un cabinet de conseil. Oui, Faut Paul, dire. maintenant c'est le moment de parler. Non, mais c'est important. Je rappelle que vous-même, que vous êtes consultant. Bien sûr. Voilà. Moi, tout je le monde suis est un homme content. libre. Bon, non, mais c'est important de le dire aussi, puisque sûr. effectivement, vous n'allez Ça pas dire. m'arrive de travailler Vous n'allez fort. pas dire le contraire. Vous êtes consultant. C'est votre business.
Et oui, mais, et pourquoi notre business serait scandaleux? Je dis, on je dis pas qu'il est. Je dis pas. Les premiers consultants sur les Grecs anciens, c'était les stoïciens et ils conseillaient un certain nombre de personnalités. On est payé pour un travail. Mais dans le privé, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, dans l'administration, j'aimerais que ce soit de l'administration. On répond à des appels d'offres parce qu'au sein de ça l'État, répond à des appels d'offres. Le privé, le public, c'est-à-dire McKinsey, c'est pas des appels d'offres pré-bandes, c'est pas des avantages. Autrement ce plus sont des appels compliqué d'offres que dans le privé. Hein. Je tiens à le préciser. Je vous assure, je pense qu'on pourrait faire avec un peu plus d'économie sans doute et un peu moins de paperasse et un peu moins de sollicitations de ce genre. Ça, j'en suis convaincu. À ce niveau de généralité, Pascal, on est obligé d'être d'accord avec vous. Mais après, quelle est la responsabilité de celui qui signe l'appel d'offres? C'est ça la question aussi. Est-ce qu'on peut le convoquer à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Mais pourquoi on le convoquerait? C'est le ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Mais oui, mais justement, il y a plein de pays où les administrateurs, enfin ceux qui dirigent les administrations centrales, moi je l'ai été à plusieurs reprises. Oui, mais c'est très rare, c'est extrêmement rare qu'on ait des directeurs d'administration qui répondent devant le Parlement. D'ailleurs, on a bien vu Amélie de Montchalin quand elle répondait, et finalement, elle ne connaissait pas très bien les missions en question. Ce serait pas mal, d'avoir une responsabilité des administrations sur la conférence de presse d'Amélie leur Montchalin gestion. hier, je vous assure, en fait, ils ne connaissent même pas ce dont ils parlent. Les dossiers, elle ne les connaît pas. C'est complètement disséminé, selon les ministères. Donc, mais enfin, ils sont responsables de rien. Ils sont responsables de rien. Ils ne sont responsables de rien. Ils signent des appels d'offres. Ils utilisent l'argent public. Et quand on les interroge, ils disent « vous ne saurez rien ». Il est 9h45. Simon Guérin. C'est une conclusion rapide. Une nouvelle loi santé au travail, votée en août dernier, entre en vigueur aujourd'hui. Parmi les changements, une visite médicale de mi-carrière, plus précisément pour le 45e anniversaire du salarié. Cette visite médicale va permettre de faire un bilan de santé à un âge médian. Le Covid va devenir de moins en moins agressif. C'est le scénario le plus probable selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus continue à évoluer, mais la maladie sera moins sévère grâce à la vaccination et aux infections. Mais des pics de contamination pourront refaire leur apparition, ce qui nécessitera des rappels de vaccins pour les personnes les plus vulnérables. Et enfin, les joueuses du Paris Saint-Germain qualifiées pour le dernier carré de la Ligue des Champions féminine. Face au Bayern Munich, les Parisiennes se sont fait peur. Après un succès 2-1 au match aller, les Parisiennes ont arraché la victoire dans les prolongations avec un score final 2-2. Elles affronteront en demi-finale soit la Juventus, soit l'Olympique Lyonnais. Bon, on conclut sur ce chapitre et on passe à un général qui a été limogé hier. Conclusion, pour réformer l'administration en France, tu ne peux pas faire confiance précisément à l'administration. Il faut que ce soit des cabinets externes. Il faudrait que ce soit le politique qui réforme l'administration. Voilà. C'est-à-dire que l'administration ne peut pas se réformer elle-même. C'est ça la conclusion. Là, pour le coup, il y a des freins de conservatisme, de corporatisme qui sont réels. Et qui tu ne peux pas demander à l'administration de réformer l'administration. Mais non, justement, on peut ça, pas. c'est pas faux. Oui, c'est au politique de le faire. Non, mais c'est au politique. Tu peux pas. Le seul souverain, c'est le peuple vote, il élu ses représentants au suffrage universel et ses représentants changent la vie des gens. Autre sujet. Les appels de l'État sont extrêmement contraignants. Il faut le dire, il ne faut pas faire de démagogie là-dessus. Les appels d'offres de l'État sont extrêmement contraignants. J'en ai passé, en tant que directeur, des dizaines et des dizaines. N'en passez plus, comme ça sera encore moins contraignant. Juste une remarque. Ces rapports, quand parfois ils sont justement dans l'idée de faire des réformes profondes, l'administration elle-même les enterre. N'occultons pas cela aussi. Parce que si l'idée de certains rapports, c'est de dire il faut réformer le statut d'embauche des agents publics, vous croyez que dans l'administration, ils ont envie que ça filtre et que ce soit appliqué? Ils n'ont pas envie que ça filtre. Donc il y a aussi, du côté de l'administration, l'idée en permanence d'enterrer toutes les réformes importantes qui pourraient permettre de mieux gérer notre pays. Il y a plein de réformes de fait. Mais il y a eu beaucoup de réformes enterrées, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Bon, moi je sais tout très bien. Je peux être coupable. On a terminé le chapitre Marine Le Pen peut-elle gagner par tous les éléments effectivement que nous avons mis en place. C'est un scénario possible. Effectivement, l'élection est dans 10 jours maintenant, premier tour. On verra bien si j'ose dire. Surprise. Dans les infos du jour, le patron du renseignement militaire français, le général Éric Vidot, va quitter ses fonctions suite notamment à ce qui a été jugé comme une insuffisance de ses services sur l'invasion russe en Ukraine. On l'a appris auprès de l'AFP. Alors, les militaires, ils sont virés par Emmanuel Macron. Ça, c'est Villiers, il l'avait viré. Les autres, ils sont jamais virés, mais les militaires, visiblement, eux, ils n'ont pas le droit de faire la moindre erreur. C'est pourtant des gens généralement un peu compétents, un peu plus engagés, et ils sont humiliés en place publique. C'est la manière. C'est la stratégie du
du fusible. Voilà. C'est-à-dire quand le politique n'est plus responsable, la manière dont ils sont on choisit un traités, coupable. les militaires. Enfin, moi, je dirais pas ça dans ce sens-là. Je dirais que c'est plutôt étonnant que dans l'administration civile, il n'y ait pas de gens qui soient parfois démissionnés. Mais après tout, que le chef du renseignement militaire, on dise, bah, écoutez, sur l'Ukraine, on n'a pas été tout à fait au point, et qu'à l'évidence, on a eu une vision, une interprétation des choses qui n'étaient pas la bonne, et qu'il y a un changement de c'est plutôt le fonctionnement normal. Ce qui est vrai, Philippe, c'est ce qui n'est pas normal, c'est que dans le civil, dans l'administration civile, ça. Alors Gabriel Attal, je ne peux pas dire qu'il ait réagi puisqu'il a dit qu'il ne pouvait rien dire. Oui, ce qui est, pour un porte-parole, est embêtant. Je ne fais jamais aucun commentaire sur les affaires de renseignement. Est-ce que ça veut dire que cela marque l'échec des services de renseignement français qui n'avaient pas prévu l'invasion russe en Ukraine? La raison invoquée pour avoir remercié ce général, c'est notamment la non-maîtrise des sujets. Non, vraiment, sur ce sujet-là, je n'ai pas mandat pour commenter notre organisation du renseignement. Et donc, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. Et vous ne pouvez pas nous dire s'il y a eu je ne peux pas vous répondre sur nos renseignements. Sur le sujet. C'est stratégique pour nous, parce que si nous n'avons pas vu venir effectivement l'invasion russe en Ukraine, ce qu'avaient très très bien vu les renseignements américains, il y a un certain nombre de conclusions qu'il faudra tirer. De toute façon, vous savez, on tire toujours des conclusions sur tout et on revoit toujours notre organisation pour qu'elle soit la plus efficace possible. On a des services de renseignement performants qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur, mais je ne peux pas vous en dire plus sur leur organisation. Le général Vidot avait été nommé à ce poste l'été dernier en provenance du commandement des opérations spéciales, mais sa nomination avait été le fruit de jeux de chaises musicales qui avaient fait du bruit, d'ailleurs au sein de la communauté militaire. Et c'est évidemment un très haut gradé qui faisait l'objet de rumeurs depuis quelques jours au sein de l'armée. Il était question qu'un autre poste lui soit confié, ce qui n'aurait finalement pas été le cas. Les semaines qui viennent. Il est certain que Macron est allé voir Poutine, souvenez-vous, il a négocié au bout d'une longue table avec Poutine, et que peut-être n'avait-il pas les éléments, parce qu'il faisait tout pour empêcher qu'une guerre arrive, et la guerre s'est déclenchée alors que Macron était plutôt optimiste. Donc peut-être qu'il est effectivement, je l'imagine, était mal renseigné par ses propres services, de sorte qu'il en a conçu quelque humeur. Non, juste un mot là-dessus. Je pense quand même que la capacité d'un pays de la taille de la France et de l'importance diplomatique, la force d'un pays qui a la diplomatie comme la France, qui est quand même, rappelons-le, la troisième diplomatie du monde, et d'avoir un service de renseignement de haut niveau capable d'avoir les informations rapidement, ce qui a manifestement dans cette crise un peu manqué, puisque même nous, quand nous devions nous renseigner pour pouvoir commenter ce qui se passait en Ukraine, on avait plus souvent accès à des documents fournis, à des informations fournies par les services secrets anglais ou américains, ce qui pose quand même un certain nombre de questions sur notre capacité à avoir des renseignements de bon niveau, ce qui est fondamental, notamment dans le cadre des négociations. Lorsque le président de la République, il arrive face à Vladimir Poutine et qu'après, en conférence de presse, le président dit des choses qui sont la désescalade, la fin, enfin pas la fin, mais en tout cas la limitation du conflit, etc., et que 3 jours après, il y a une déclaration de guerre, si vous voulez, on se demande si le président de la République française a été bien renseigné par ses services. Donc, et c'est sans doute pourquoi il a pris cette décision. Oui. Alors, autre sujet du jour, c'est le Covid. Le Covid qui continue de monter. Mais bon, on est tranquille jusqu'au 24 avril. 25 avril, on reprend le masque. Si le président de la République... Vous êtes au courant? Si le président de la République était... Ah ben oui, là, on a le droit. Là, on nous prend... maintenant, on a bien compris qu'on était des enfants, si vous voulez. Donc, en ce moment, alors, on dit, c'est pas grave, je veux dire, responsabilité des Français, il n'y a pas de souci, on croit vraiment... Ça pourrait faire de jolis paris, ça. Voilà, on peut croire vraiment, et puis c'est pas si grave, etc. Tout ce qu'on a dit pendant 2 ans, on est en train de dire le contraire, mais 25 avril... On va revenir, la muselière. Ah oui, parce que ça monte quand même un peu, et puis ça monte un peu à l'hôpital, etc. On va ressortir tous les enfermistes. Pas tant que ça à l'hôpital. Ah ben, moi, je vous le dis. Avec les mêmes 25 avril, en fait, il faudrait qu'il y ait une élection présidentielle permanente, comme ça. Avec les mêmes chiffres, il y a quelques mois, ils nous auraient tous remasqués. Ils auraient dit, regardez, 132 décès, 21 000 patients hospitalisés. On aurait le défilé, ce serait tous le masque. Évidemment. Donc, on aura le droit d'aller voter quand même, même si on a le Covid. Alors justement... On aura le droit d'aller voter, vous vous rendez compte de la chance qu'on a? Sans masque, et même si on est positif. C'est M. Attal qui l'a dit. Si on fait appel à la responsabilité des gens, si on est malade, on y va avec un masque. Oui, bien sûr. La responsabilité des gens, c'est quelque chose qu'on a peu entendu pendant cette pandémie. Quand j'ai entendu Gabriel Attal, il y a quelques jours, nous parler de responsabilité, d'autonomie, etc., je me suis dit, c'est incroyable, il a complètement changé d'avis quelques jours avant l'élection. C'est amusant quand même. Ça ne vous a pas échappé? C'est fou quand même. J'étais surpris, Pascal. C'est dommage qu'on ait été réduit à faire son footing sur 1 kilomètre, avoir une
attestation pour aller acheter une baguette. Absolument. Hein, C'était le bon temps. Absolument. C'était le bon temps. Comme quoi, il faudrait qu'il y ait des élections présidentielles Quand plus même, souvent. C'est ce que j'allais vous le dire. Là, notre administration avait réussi quand même à pondre des choses extraordinaires. Fermer les frontières, des normes dans tous les sens. Là, c'est ils ont fort. Et puis on a le plus arrêté notre économie, nos usines. Ouais, et puis on a payé quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte. C'est bien. Donc évidemment, et puis aujourd'hui. pendant ce temps-là, Pascal, on n'a pas investi dans l'investissement d'équipements militaires, bizarrement. Parce que l'année 2020. Oui, comme tout le monde, comme partout dans le monde. C'est gentil, c'est pas le sujet, restons sur le Covid. C'est un vrai sujet. Non. On n'a pas investi dans l'hôpital public. Sujet. Si on veut parler du Covid, il faut parler de l'hôpital public. Alors oui, tout est un vrai sujet. Mais le professeur on dépense 15 Raoult. milliards de plus que les Allemands tous les ans dans l'hôpital. Le professeur Raoult, que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Il est encore professeur. Formidable, hein, le professeur encore à Raoult, l'UHU. il a de la qualité. Celui qui disait en juin 2020, l'épidémie est terminée. Oui, enfin, je veux bien. Dans cette affaire, tous les pronostics ont été plus. Je vous assure. Écoutez, il le disait avec beaucoup d'aplomb. Oui. Enfin, il y a un président de la République qui a dit c'est la guerre et qui l'a dit 8 fois ou 10 fois dans une intervention. Il y a un ministre qui a dit que le masque n'était pas nécessaire en population on peut générale. reprendre toutes les déclarations des uns et des autres. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter le professeur Raoult parce que il a pointé Pfizer. Il y a un nouveau traitement pour le. Non, mais Pfizer fait mauvaise langue, plus de 40 milliards d'euros de bénéfices cette année. Écoutez, et il réagit notamment sur le fait complotiste, pas complotiste, dès que tu dis aujourd'hui. Ça, c'est insupportable. Voilà ce qu'il a dit, le professeur Raoult. C'est un sujet pour vous. Chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec le texte, le récit, le conte de fées qu'on nous raconte, c'est qu'ils sont complotistes. Alors moi, je suis plutôt victime de complots, de vrais complots. Hein. Il y en a qui viennent que j'ai bien identifiés, qui ont été identifiés par ailleurs, contre qui j'ai porté plainte, des groupes qui font du harcèlement en meute. Il y a honnêtement un acharnement d'un certain nombre de membres du gouvernement sur ce que je fais. Et puis, globalement, moi je vois avec intérêt les gens changer de camp, mais les gens qui relaient contre les lobbies n'ont plus rien à dire contre les gens qui ont des niveaux de financement de lobbying qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Hein. C'est-à-dire le bénéfice de Pfizer pour l'année dernière, c'est sur le vaccin, c'est 41 milliards de dollars. Bon, une information comme une autre. Merci Agnès Verdier. Merci à vous Pascal. On va recevoir Vincent Roy dans une seconde pour. Alors c'est un écrivain que vous ne connaissez pas, qui est critique littéraire également. Ça s'appelle Un printemps neuf. C'est un livre tout à fait étonnant et je sais que vous êtes un fan de littérature et vous allez pouvoir parler. Merci beaucoup Agnès. Vraiment merci Agnès de votre présence. On marque une pause et nous revenons tout de suite. On va parler de Yvan Colonna. Nous parlerons également peut-être de l'Ukraine et puis un peu de littérature. Et on reviendra sur également le professeur Raoult. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Il est 10h01, Simon Guillain. Le président ukrainien ne croit pas aux promesses de Moscou. C'est ce qu'il a affirmé dans une nouvelle vidéo. Alors que les Russes ont promis de réduire leur activité militaire, Volodymyr Zelensky craint plutôt une offensive dans la région du Donbass. La France ne voit pas de percée dans les négociations russo-ukrainiennes. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La guerre continue. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, ni de percée ni nouveauté. La confiance, c'est les actes. Pour l'instant, ils ne sont pas au rendez-vous. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères. Et enfin, le patron du renseignement militaire français remercié. Le général Éric Violle va quitter ses fonctions. La raison, l'insuffisance de ses services sur l'invasion russe en Ukraine. Éric Violle avait été nommé à ce poste l'été dernier. C'est bien de recevoir un écrivain, ça nous permet à des chemins de traverse et de penser autrement. Et nous recevons Vincent Roy qui a publié Un printemps neuf aux éditions du Cherche Midi, un écrivain, critique littéraire dans un grand quotidien, décide du jour au lendemain de tout abandonner, de faire ses valises et de partir seul, se retirer à Venise, la tentation de Venise que nous avons tous. Que cherche-t-il à fuir? La temporalité des médias, les idéologies en vogue, mêlées de néo-féminisme et de wokisme, de puritanisme et de cancel culture, les intrigues parisiennes, quelques femmes ou tout simplement la société, ce diable qui se donne en spectacle, ce que nous faisons chaque matin. Écoutez, je vais repartir, vous avez tout. Mais non, mais vous avez tout résumé. Voilà, vous avez résumé notre émission, le diable qui se donne en spectacle. Oui, le gros animal, le diable, c'est précisément la société. En somme, si vous voulez, la société, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, la société ment
La société ment. Tout le monde ment. Non, non, attendez, tout le monde ne ment pas. La société ment sur les rapports entre les êtres humains. Et une certaine littérature est là, me semble-t-il, pour rétablir la vérité. Mais alors, pardon de vous poser cette question, mais moi, si je devais quitter ce monde qui est épouvantable, je suis d'accord avec vous, j'irais plutôt sur une île déserte, loin de tout, dans un endroit tranquille, comme Claude Lévi-Strauss qui disait « Je ne veux plus parler qu'avec des animaux, parce qu'eux, au moins, ne mentent pas. » Ah oui, non, mais moi, je veux pourquoi Venise? Eh ben alors, c'est très simple. Parce qu'à Venise, vous avez... C'est mort, Venise. Non, ça, attendez, ça c'est le cliché. C'est le cliché 19e, c'est Visconti, c'est tout ça. Non, c'est une ville, je vous assure, parfaitement vivante. C'est pas mort du tout. Une ville lugubre. Alors pourquoi? Pas du tout. Pas du tout. Magnifique, ce qui est beau et triste. Mais ce qui est beau n'est absolument pas triste. Il faut vivre à côté de femmes très gaies, c'est-à-dire qui sont sans... Ça, j'ai ça en magasin. C'est-à-dire... Une femme très gaie et qui a de l'énergie, j'ai ça en magasin. Je vous assure. Vous êtes un homme heureux, alors. Ah oui. Mais je réponds à votre question. Animé. Non, mais quand je dis gay, c'est-à-dire les femmes sont belles quand elles sont libres, c'est-à-dire sans culpabilité, si vous préférez. J'ai également ça en magasin. Quand elles ont réglé leurs questions sociales. Très rare. Alors ce sont plus des femmes, ce sont des fées. C'est autre chose. J'ai la fée. Vous avez une fée. C'est formidable. C'est formidable. Non, pourquoi Venise? Parce que vous savez, c'est la ville de la non-séparation. Vous regardez, par exemple, vous pouvez regarder Tiepolo, mais Titien, par exemple, vous regardez Titien de près, et vous comprenez que la Vierge peut aussi être Vénus. Ça se passe là-bas, ça se passe à Venise, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça m'intrigue profondément. Vous voyez pourquoi Venise n'est pas une Monsieur Roy est venu. Argument. Quand vous avez dit à Titien, j'ai pensé à Daniel Prévost qui aurait dit à sa mémère. À sa mémère, bien sûr. Immédiatement, parce que Daniel Prévost, c'était une de ses blagues favorites. Titien à sa mère. Bien évidemment. Alors, on va parler, bien sûr, avec vous du prince. Je salue Daniel Prévost également. Qui me faisait Vous le connaissiez, Daniel Bien sûr, c'était un copain, j'ai bien connu. Oui. C'est une des personnes qui vient d'ailleurs, Daniel, qui me fait vraiment le plus rire par sa fantaisie et l'absurde. Bon, on parlera d'autres bouquins tout à l'heure. Simplement, Yvan Colonna, parce que hier... Ah oui, alors ça change de... Oui, ça change de Venise. Hein. Je sais. Mais hier, après la mort donc, de Yvan Colonna, le directeur de la maison centrale d'Arles, Marc Ollier, et une ancienne chef de l'établissement ont été auditionnés. Et c'est vrai qu'on avait écouté M. Ridel, mais franchement, les deux auditions que j'ai vues hier n'ont pas relevé le niveau du personnel de la pénitentiaire que j'ai entendu ces dernières semaines. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est affligeant. Affligeant. Bon. Donc, on va d'abord écouter M. Ollier, qui explique, d'une certaine manière, les raisons de l'agression de Along Abbé. Along Abbé, jusqu'au 2 mars, qui en avait entendu parler? Aucun de vous. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être connu et pas être le petit djihadiste inconnu parmi X centaines en France? Agresser un surveillant, le tuer, il y a déjà eu des tentatives de meurtre. Les médias en auraient parlé 2 ou 3 jours. Agresser le directeur, possible. On en aurait pas parlé 3 ou 4 jours. Et sinon, qui? Le plus connu sur la prison, Yvan Colonna. Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe, qui lui ait dit Dieu, Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Excusez-moi, je suis ému parce que je connaissais pas Colonna, mais c'est un être humain, quoi. Moi, j'étais très gêné par ça. C'est Gilles-William Goldanel qui disait hier, sur notre plateau, on peut quand même s'étonner du niveau d'émotivité d'un directeur d'une prison. C'est arrivé la veille, il a été nommé la veille. Non, mais là je parle de la séquence qu'on vient de voir. C'est-à-dire que c'est des postes quand même où tu demandes une forme de sang-froid. Je ne sais pas s'il est... Non, mais... Il disait ça, je ne vous dis pas que je partage ça forcément. Bon. Donc, et il t'explique au fond que c'était presque écrit que M. Along Abbé... C'est ça le plus grave. Voilà, c'était écrit
puisque comme si c'était écrit. voilà, c'était écrit. Le Moi, je l'ai problème, interprété si comme vous ça. voulez, c'est qu'on aimerait entendre ce monsieur sur la raison pour laquelle deux DPS sont dans la même pièce sans aucun surveillant, la raison pour laquelle il y a juste une caméra de vidéosurveillance alors qu'ils sont en train de faire du sport, et la raison pour laquelle ce monsieur qui était djihadiste, on lui donne la responsabilité d'avoir un rôle au sein de la prison. Et ce monsieur qui, rappelons-le, allait sortir de prison dans pas très longtemps. C'est vraiment ça. L'année prochaine. Alors, mais vous n'avez encore rien entendu. Parce que le passage le plus fort, vous allez l'entendre maintenant. J'ai appris hier que lorsqu'un détenu islamisé entre en prison, on va évaluer sa radicalité. Ça s'appelle le quartier d'évaluation de la radicalité. On dit ça QER. Je le dis pour les gens parce qu'ils vont entendre QER. Et Corinne Puglierini, qui était l'ancienne chef d'établissement, qui était, elle, partie le 15 février, puisque M. Ollier est arrivé le 1er mars. Donc, entre le 15 février et le 1er mars, dans la prison d'Arles, où il y a Yvan Colonna, il n'y a pas de directeur. Il y a un adjoint ou une adjointe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de directeur quand même. Il n'y a pas de directeur quand même. Oui, mais on apprend aussi ça. Le directeur part aussi en vacances parfois. Mais il n'y a pas de souci, moi, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais là, il n'est pas en vacances, il n'a pas été bon. Là, c'est qu'il y a un poste. Pas de problème. C'est l'administration française. Bon. 15 jours. Et Madame Puglierini, donc, elle va nous expliquer, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que, en fait, il était tellement perturbé qu'on n'a même pas pu évaluer son niveau de radicalité. Et elle va lire, un document, quoi, un rapport, exactement, qui établit que cet homme-là, qui devait sortir l'année prochaine, il était tellement perturbé qu'on n'a même pas pu évaluer son niveau de radicalité. Écoutez. Son comportement était tel que sa situation ne permettait pas une évaluation au Caire, ses troubles étant trop importants. À plusieurs reprises, la question s'est posée. Les autorités judiciaires étaient défavorables en raison des troubles de la personnalité trop importants et de son incapacité à intégrer un processus d'évaluation. Donc les troubles, ils sont tellement importants, mais ça ne l'empêche pas d'être un auxiliaire dans la prison, d'être effectivement avec Yvan Colonna, d'être sans surveillance, mais il est complètement fou. De sortir l'année suivante. Mais tu comprends, il est complètement fou. Mais c'est là le cœur du sujet, je trouve. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait peur. Ça parle encore une fois des terribles dysfonctionnements de cet État français. Ça renvoie aux EHPAD. Ça renvoie aussi à ce qu'on disait sur les rapports McKinsey et compagnie. Ça renvoie à des dysfonctionnements incroyables. Mais je vous assure, moi j'ai écouté ça hier. Bon. Et je vais vous proposer un deuxième son, parce que cette fois-ci, on va l'écouter. Cette dame, toujours Madame Puglierini, et va intervenir Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois. Elle va lui répondre, elle va répondre comme on répond nous. Elle va dire, mais enfin, c'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire. Donc écoutons le début avec Madame Puglierini qui dit, s'il ne veut pas coopérer, on ne peut rien faire. Si la personne détenue, et c'est arrivé, arrive au Caire avec la ferme intention de ne pas participer à l'évaluation, mais là, le problème... En fait, ça permet de faire une évaluation d'une personne qui a des troubles de comportement manifestes, qui ne coopère pas, etc., et d'avoir un classement qui serait plutôt orienté vers un isolement plutôt qu'une détention classique. En fait, c'est un peu ça qui nous surprend, c'est qu'en fait, vous nous dites que les troubles étaient trop importants et que son comportement ne permettait pas ce passage en Caire, et en même temps, ça permet un classement en qualité d'auxiliaire avec une liberté de mouvement et une liberté de mouvement pas en collectif comme ça aurait pu l'être à un poste de travail où il y a d'autres détenus et des surveillants, mais une liberté de mouvement dans laquelle il est seul. Et en fait, c'est ça qui nous paraît assez contre-intuitif à tout le moins. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs questions qui reviennent en ce sens. Il y a vraiment une incompréhension de la part des parlementaires sur ce point, Madame la directrice. Noémie Schulz était avec nous, on en a déjà parlé hier soir. C'est vrai qu'elle exprime une parole de bon sens que moi j'ai ressenti également. On est parfois confondu de ce que nous entendons et surtout pourquoi cette personne, répétons-le, qui était jugée avec des troubles suffisamment importants pour ne pas être évaluée, comment cette personne était-elle auxiliaire, comment pouvait-elle se balader dans une prison, comment pouvait-elle se retrouver avec Yvan Colonna et qui est responsable, Noémie Schulz? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que cette question de pourquoi il n'a pas été
Franck Elongabé n'a pas été envoyé dans un CAIR, un quartier d'évaluation de la radicalisation. Elle est très importante, surtout que plusieurs commissions pluridisciplinaires avaient préconisé qu'il soit envoyé justement dans un CAIR. Et on ne sait pas pourquoi on n'a pas donné suite. Alors la directrice apporte cet éclairage, mais tout en ayant dit, encore une fois, on rappelle cette audition devant la commission des lois, elle dure 2h30. Donc on vous en a passé des courts extraits. Et j'ai entendu sur votre plateau quelqu'un qui dit on voudrait savoir pourquoi les deux détenus se sont retrouvés dans la même pièce. Ils s'en sont expliqués, réexpliqués là-dessus. Ça n'est pas interdit. 2 détenus DPS peuvent être en contact. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas un surveillant à ce moment-là? Parce qu'il y avait une priorité sur d'autres endroits qu'il fallait surveiller, parce qu'il y avait des intervenants extérieurs. Donc il y a eu des réponses à beaucoup de questions. Mais effectivement, ce point-là, il interroge. Surtout qu'on nous a aussi dit que justement, il avait été observé, Franck Elongabé, que son comportement s'était calmé et que c'est pour cette raison, parce qu'il semblait qu'il ne posait plus de problème, qu'on lui avait donné ce poste d'auxiliaire sportif. Donc il y a réellement un nœud autour de cette question. Alors on découvre tout ça lorsqu'il y a problème. Ah oui. Autrement, on ne l'aurait pas découvert. Je pense que ce que ça révèle, c'est qu'on ne sait pas gérer les radicalisés. On ne sait pas faire, tout simplement. Moi, ce que je comprends de cette affaire, je ne sais pas ce qu'en pense Noémie Schulz, c'est qu'on ne sait pas... Vous avez déformé son prénom et son nom. Noémie Schulz. Je suis désolé. Donc, c'est qu'on ne sait pas faire avec des radicalisés islamistes, en l'occurrence. Il y en a quelques centaines de fascistes dans la prison. Vous dites qu'il faudrait, même, ça avait été évoqué, je m'en souviens, pour la campagne des Républicains face à Nicolas Sarkozy, certains candidats proposaient qu'on mette en place un genre de bagne dans lequel on mettrait les radicalisés les plus dangereux pour pas qu'ils soient au contact des autres détenus. Le problème, c'est que je m'en souviens, quand on parlait de ça, tout de suite, fasciste, c'est mal, on n'a pas le droit de proposer ça. Moi, je pense que c'est une solution qu'il faut étudier. Oui, c'est une solution qu'il faut étudier. Ah, oui. C'est une solution qu'il faut étudier. Une prison isolée dans laquelle les radicalisés sont enfermés. Des radicalisés, surtout. Qu'est-ce que c'est un questionnaire d'évaluation des radicalisés? Oui, J'aimerais bien savoir des questions qu'on pose. En amont, il faut une bonne tuer tout le monde. On dit non en général. Absolument. Il a raison. L'administration, comment dire, l'absurdité de l'administration. Au total. Va évaluer la radicalisation de quelqu'un. Alors évidemment, il n'a pas répondu. Prêt à tuer Seriez-vous prêt à mettre une bombe demain? Non. Non, mais c'est... Normalement, il y a des spécialistes qui sont là pour en faire des questionnaires. Ce sont déjà des cabinets de conseil. En l'occurrence, ce sont des gens qui ont déjà commis des crimes et délits. Donc l'évaluation, du moment que vous avez commis un crime au nom d'une idéologie mortifère, on peut vous enfermer. Il est à 15. Merci Noémie Schulz. Merci beaucoup. Et il est quelle heure? Il est 10h15 et c'est Simon Guillain. La notion d'harcèlement sexuel au travail évolue. À partir d'aujourd'hui, les propos et comportements sexistes seront qualifiés de harcèlement sexuel. Selon un sondage OpinionWay pour le cabinet Équilibre, 60% des travailleurs ont déjà fait l'objet d'un agissement à connotation sexiste. Les agents territoriaux appelés à se mobiliser aujourd'hui. La revendication porte sur 10% d'augmentation de salaire et des effectifs, ainsi que le même pourcentage de diminution de la durée de travail. Un cortège doit s'élancer dans la capitale à 13h30 et le rendez-vous est donné place de la Bastille. Et enfin, un séisme de magnitude 6,8 a frappé l'est de la Nouvelle-Calédonie. Selon l'Institut d'études géopolitiques des États-Unis, la secousse s'est produite à 16h44 heure locale à une profondeur de 10 km. Les personnes situées dans les zones menacées doivent rester attentives aux informations et suivre les instructions des autorités locales. Vincent Roy est avec nous ce matin, il est écrivain et critique littéraire et lorsque Simon Guillain a donné la première information de son flash, le harcèlement sexuel, la notion d'harcèlement sexuel évolue, vous avez dit formidable et j'ai cru entendre dans ce formidable comme une pointe d'ironie. Ah, c'est drôle, non, je dis formidable parce que c'est agi continu. Je crois que c'est Madame Rousseau qui, la semaine dernière, imaginait des brigades alors qui allaient pénétrer directement chez vous et votre fait pour vérifier si vous mettiez la main aux tâches ménagères et auquel cas d'ailleurs vous m'avez fait peur. Non mais non sans ironie oui mais c'est un vrai combat du moment. On ne peut pas tout on peut pas tout jeter. Le harcèlement sexuel, c'est vrai que ce qui se passait il y a 50 ans dans les entreprises, c'était inadmissible. Mais aujourd'hui, effectivement, chacun est sensibilisé, que les hommes ne se conduisent pas comme ils se conduisaient jadis. Il y a quand même des bons combats dans la société mais il y a de très bons combats. Mais il y a de très bons combats. Je suis mais vous absolument... le mettez en perspective. Non, il y a de très bons combats. Ce qui m'intéresse... Parce que la preuve, c'est que pour parler du harcèlement sexuel, vous prenez un exemple qui est ridicule. Non, mais je ne prends pas du tout un exemple. Mais pas du tout. Je prends pas du tout un... Alors, c'était ridicule ce que disait Madame Rousseau. Ça, je vous laisse responsable. C'est ridicule de vouloir vérifier, de faire un délit
de tâches ménagères. C'est-à-dire que les gens seraient allés au commissariat pour dire mon mari n'a pas débarrassé la table hier. Mais alors, lettre de dénonciation. Je veux dire, je viens porter plainte. Mais alors, qu'est-ce qu'on Bon, va ça, appeler excusez-moi, c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on va appeler précisément harcèlement sexuel au travail? Est-ce que quand une collègue de travail arrive, moi je ne fais que poser une question, qu'elle arrive, qu'elle est particulièrement en beauté ce matin et qu'on lui dit oh tu es absolument. Alors ce matin, tu es absolument magnifique parce que c'est du harcèlement sexuel. Si aux États-Unis, c'est du harcèlement sexuel. Attendez, personne dira que c'est du harcèlement sexuel. Attendez, je ne sais pas si c'est dit. Comme vous me dites. Quand je dis formidable, vous me dites avec ironie, par exemple, si cette femme en question soupçonne, dans mon œil qui frise, une ironie, ne peut-elle pas considérer tout cela comme... Je ne sais pas aujourd'hui... La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si cette dame, vous ne la connaissez pas, vous ne dites rien. Si vous la connaissez depuis 5 ans et qu'il y a une intimité professionnelle qui s'est mise en place et qu'elle sait que cette phrase est sans aucune ambiguïté, mais qu'elle est dite avec bienveillance, et voilà, comme tu es belle ce matin, ce qui nous arrive à tous de dire ça à des amis. Moi je me demande... Mais vous savez très bien que... en fait, tout le monde sait très bien, les femmes, elles savent très bien comment ces choses sont dites et dans quel but parfois elles sont dites. Donc, il n'y aurait donc aucun problème alors. Sauf qu'elles n'ont pas à subir des phrases qu'elles n'ont pas envie d'entendre. Dans le milieu professionnel, je suis désolé de là à aller devant les tribunaux. De là à aller devant les tribunaux. D'ailleurs, à ce propos, on entend rarement, on entend souvent les actrices, on entend souvent aller devant les tribunaux. La caissière de Tourcoing, je l'entends assez peu. Je suis assez d'accord avec Je l'entends assez peu. Or, la caissière de Tourcoing, pour garder son emploi, je pense que parfois, elle doit subir des choses assez ignobles venant de son chef de rayon. En tout cas, sûrement moins. Oui, là, vous êtes vraiment dans les caricatures. Ah non, je ne suis pas dans la caricature. Mais en revanche, sans doute que la société sur ce point a évolué. Comme dit l'autre, la peur a changé de camp et que sans doute des hommes aujourd'hui qui se conduisaient mal ou qui se seraient mal conduits font attention parce qu'ils sont sous le regard de la société et des femmes. Et le problème, c'est que les hommes qui se conduisent bien peuvent se sentir visés parce que chez certaines féministes comme Madame Coffin, tous les hommes sont préjugés coupables. Écoutez, moi je l'ai interviewé Madame Coffin, j'ai trouvé formidable. C'est vrai. Vous m'étonnez, Pascal. Ça c'est très bien parce que d'abord elle a de l'humour et c'est agréable. Je dirais pas la même chose de Sandrine Rousseau, personnellement, qui a un humour qui me touche moins. Mais en revanche, Madame Coffin, on a pu discuter, je vous assure, et elle est vraiment. C'était moi, je parlais de son idéologie, pas de la personne, mais le risque que peut-être vous soulignez, c'est le fait qu'on puisse aller vers une sociale américaine dans laquelle, si vous prenez l'ascenseur dans une entreprise avec une collègue, un homme qui prend un ascenseur seul avec une dame, il n'a pas le droit d'entrer. Et la dame lui dit non, il n'a pas le droit d'entrer. Où est-ce que vous avez vu dans des entreprises que j'ai visitées à New York, à Miami, voire à Chicago. On met des ascenseurs pour les ascenseurs pour les hommes. C'est ce qu'ils sont en train. Ils sont en train de mettre en place une loi dans laquelle, si vous voulez, dans ces entreprises-là, les règlements intérieurs proscrivent un homme et une femme dans le même ascenseur. Non, mais regardez les États-Unis, c'est regarder malheureusement parfois la France demain. Il y a des règles non écrites. Je vais vous dire, il y a des règles non écrites. Et là, ça devient plus de l'éducation et du comportement. Quand tu as 60 ans, que tu travailles dans une entreprise, que tu as un poste de responsabilité important, quand une fille de 25 ans arrive, qu'elle est belle comme le jour, tu ne la regardes pas. Ben oui, je vous le dis, exactement. Dans l'entreprise. Oui. On la regarde pas. Quoi, tu ne la regardes pas, tu as compris ce que je veux dire. Tu la dragues pas, si vous préférez. C'est pas pareil. Tu ne la dragues pas. Ça, c'est des règles non écrites. L'exemple que je cite là, ça se fait pas. Parce que tu vas la mettre, parce que tu la gênes en fait. Non, mais je suis d'accord. Tu la gênes. Regardez, parce que tu la gênes, parce qu'elle a 25 ans, parce qu'elle ne sait pas comment réagir, parce que ça me paraît tellement évident. Voilà, tu ne l'ennuies pas. Mais ça se fait naturellement, Pascal, et ça se fera de plus en plus naturellement. Ça se fait. Il y a des exceptions. Je ne veux pas faire du jeunisme de base, mais dans ma génération, on ne traite pas les dames comme on les traitait il y a 50 ans. Et il y a un paradoxe, vous avez remarqué. Est-ce que vous avez remarqué un étrange paradoxe? C'est qu'on n'entre plus, on va bientôt avoir ascenseur pour hommes, ascenseur pour femmes, et en même temps, la théorie du genre fait qu'on n'aura bientôt plus que des WC collectifs. C'est curieux, non? On se retrouvera au WC et pas dans l'ascenseur. Voilà. C'est là qu'on se donnera rendez-vous. Précisément. Bon, juste un mot avant de parler. Il reste 8 minutes. Je voulais simplement parler de cette attaque au couteau. La Cour d'appel de Lyon a prononcé mardi l'irresponsabilité pénale et l'hospitalisation complète de l'auteur de l'attaque au couteau dans une station de métro de Villeurbanne en août 2019, qui avait fait un mort. Alors évidemment, on va voir le sujet de Geoffrey de Vèvre, mais les familles, dans ces cas-là, sont souvent dans l'incompréhension. Vous voyez ce sujet.
Les faits se sont produits en 2019. Sultan Niazi, un migrant afghan, crie Allah Akbar dans la rue et poignarde 8 personnes. 7 sont blessés et un jeune homme de 19 ans, Timothy Bonnet, est tué. Après 3 expertises psychiatriques, Sultan Niazi est déclaré irresponsable pour cause de schizophrénie paranoïde. C'est une procédure, je dirais, qui s'inscrit normalement, bien que cela puisse paraître choquant qu'un individu qui a commis des crimes ne soit pas jugé. On ne juge pas les fous, c'est notre législation. On reconnaît sa culpabilité, ça c'est important pour les victimes, les parties civiles, mais on ne peut pas lui appliquer de sanctions pénales. Il n'est pas justiciable d'une sanction pénale, puisqu'il n'était pas responsable au moment des actes. Lors de la dernière audience en février dernier, les avocats des victimes avaient déploré que le mot terrorisme ait été complètement éludé. Je pense que ça ne va pas calmer les victimes. Vous savez que la justice, c'est quand même lié à une peine et à pas uniquement une reconnaissance de la matérialité des faits. Tout cela est un sentiment d'extrême injustice. La Cour d'appel de Lyon a prononcé mardi l'hospitalisation complète de l'auteur, la mesure la plus élevée dans le cadre d'une irresponsabilité pénale. Et hospitalisation complète, ça veut dire peine d'hospitalisation à vie? Ça veut dire quoi? C'est pas faux, je pense que ça doit être remis en cause régulièrement, mais pour le moment, c'est... Il y a des unités spécialisées d'un certain nombre d'hôpitaux psychiatriques avec des unités pour les malades dangereux, les UMD, dans lesquelles on met un certain nombre de personnes qui sont très dangereuses. C'est que ça a fait réagir. Gravissime. Ça fait un peu penser à l'affaire Halimi, c'est-à-dire quelqu'un qui était reconnu irresponsable alors qu'il avait commis une atrocité absolument terrible. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est écarter ces gens durablement de la société pour pas qu'ils commettent d'autres méfaits. Voilà, c'est tout. Un printemps neuf. Il y a beaucoup de... Alors, je ne vous connaissais pas, mais je comprends... Il y a un rapport entre ce que vous écrivez et ce que vous êtes, ce qui est plutôt logique. Oui. Parce que vous faites partie des écrivains qui écrivent leurs romans. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, j'ai fait... Je ne dirais pas son nom, mais un jour, j'ai reçu quelqu'un qui avait écrit... qui était auteur d'un livre. Alors, non seulement il ne l'avait pas écrit, mais il ne l'avait pas lu. Je jure que c'est vrai. Et je m'en suis rendu compte. Je ne dirai pas son nom parce qu'il est célèbre. J'ai posé une question, vraiment très célèbre en plus. J'ai posé une question et j'ai compris qu'il n'avait même pas lu le livre qu'il avait. Son propre roman. Ah, c'était pas vraiment. Oui, c'était un roman. Plus, oui. Moi, j'ai connu ça chez les politiques. Oui, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Alors, donc là, c'est la tentation de Venise qu'on a tous, voilà, une sorte d'absolu, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que cette société? On a envie de partir, comme dans la chanson de Julien Clerc. Bon. Qu'est-ce qu'un roman, écrivez-vous? Le relevé, la mise en perspective des symptômes de l'époque dans laquelle il s'écrit. Oui. C'est une définition possible du roman. Oui, je ne suis pas là. Si vous voulez, aujourd'hui, on a une conception finalement très 19e du roman. C'est-à-dire, il faut raconter une histoire. Les histoires, il y en a plein, comme disait Céline. Il y en a plein les commissariats, il y en a plein les hôpitaux. Moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires. D'ailleurs, c'est fait principalement pour endormir les enfants. Moi, j'endors personne. Au contraire, je veux réveiller. Alors, c'est vraiment souvent très drôle, vous moquez de la littérature contemporaine. L'idéal pour la librairie comme pour le critique, c'est le roman négatif, douloureux, angoissé, mélancolique, corps empêché, laborieux, en manque, dépression, rancune, violence sentimentale avec volet social, servitude, fiasco, coupable, poison des familles, regrets éternels, punition, impasse, province, le tout bouleversant et très moral, évidemment. En somme, les infortunes du vice. Écoutez bien, c'est toujours la société qui parle, la névrose dominante. L'important, c'est que ça puisse être scénarisé pour finir évacué à l'écran. Quelques titres vendeurs: La nuit du désir, Vie effroyable, Le goût des hommes laids, Tension mortelle. Oui, c'est ça. Vous allez vous rentrer dans une librairie, vous regardez à peu près ce qui se passe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les types écrivent la plupart du temps, évidemment pas tous, il ne faut pas faire des généralités. Ce que je dis, c'est ce que je ressens. Ils écrivent pour que ça aille directement au cinéma, donc ils écrivent des scénarios. C'est pas vrai de Houellebecq, c'est pas vrai de... Non, mais évidemment, Carrère, vous allez trouver des exceptions, bien entendu. Heureusement. Je dis... Dumas, il a été adapté de Monte Cristo. C'était aussi des histoires fortes, avec des scénarios forts pour être à l'écran. Absolument. Moi, je vous dis, je n'écris pas pour que ça soit à l'écran. J'écris avec écrire, c'est une question de corps. Vous savez, un écrivain est un type qui a un corps très particulier, un corps tout à fait singulier. Et par conséquent, à partir de ce corps, il a une vie à peu près singulière. Ça donne ce type de roman, ou d'autres, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a une évacuation du corps. D'ailleurs, dans toutes ces affaires dont nous parlons, du néo-féminisme débordant, qu'est-ce qui est visé? Ce qui est visé, c'est la sexualité. L'homme?
La sexualité masculine, vous voulez dire? Non, la sexualité tout court. Ça n'est pas pointé. Qu'est-ce que l'homme va bien avoir à faire avec le femme, pour vous citer le vieux Lacan, de plus en plus jeune au passage, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont avoir à se dire? Et pourquoi faudrait-il que ça aille mal entre les hommes et les femmes? Non, mais expliquez-moi, pourquoi faudrait-il que ça aille mal entre les hommes et les femmes? Voilà, parce que la société déteste l'amour. Je ne vais pas vous chanter Mouloudji, j'adore l'amour, l'amour. Ah, bah voilà, vous aussi, vous aimez. Voilà, pourquoi non, c'est pas, il n'y a plus d'après, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Dont on parle toujours. Voilà, vous avez à vu l'amour, à ce printemps craintif. Voilà, c'est vrai. Vous comprenez, c'est la société n'aime pas l'amour. Mais la société déteste. Pourquoi vous dites que la société n'aime pas l'amour? Mais c'est pas rentable. Prenez deux types qui s'aiment, deux personnes qui s'aiment, deux hommes, deux femmes, ce que vous voulez, genré, pas genré, LGBT+, moins, X, Y, Z, W. Vous prenez deux personnes qui s'aiment, profondément, qui s'aiment d'un amour vrai, d'un amour total, ils consomment plus. Ça n'a plus d'intérêt. Ils se suffisent l'un à l'autre. Ah, vous n'êtes pas 19e, heureux amants. Voulez-vous voyager, que ce soit aux rives prochaines? Pas la peine d'aller loin, dit La Fontaine, aux rives prochaines. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. C'est parfaitement asocial. On peut lire La Fontaine comme un type parfaitement asocial. Vous savez, il y a une phrase de Freud très énigmatique. Freud dit « Les écrivains sentent quelque chose dans la société que ne sentent pas les autres ». Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une phrase de Freud que j'ai trouvée, je ne sais pas où. Voilà. Vous diriez des écrivains, mais des romanciers. Des romanciers, oui. Voilà. Moi, je suis d'accord. Après, la question est toujours celle du style. Il faut aller voir ce que dit Flaubert là-dessus quand il parle de l'exécration inconsciente du style. Pourquoi les types écrivent pour que ça soit grosso modo évacué au cinéma? Parce que le style leur importe pas. Or, Flaubert dit, attention, l'exécration inconsciente du style, c'est quoi? C'est que le pouvoir sent dans le style un contre-pouvoir, et les pouvoirs détestent les contre-pouvoirs. Oui, mais bon, cette affaire de style, bon, il y a du style chez Alexandre. C'est pas bon. Il y a du style chez Alexandre Dumas. Bien sûr qu'il y a du style chez Alexandre Dumas. C'est plus l'histoire qu'il raconte qui est plus puissante, les archétypes qui sont créés que le style littéraire, me semble-t-il. Non. Monte Cristo. Il y a beaucoup de styles. Il y a l'ancêtre du roman américain. Oui, moi, je veux dire, il y a beaucoup de styles chez Dumas. Non, on ne peut pas dire ça. En France, tu as deux traditions. Oui. Sûrement plein, mais il y en a deux. Il y a effectivement la tradition de raconter une histoire, les archétypes, la puissance de l'histoire, la force de l'histoire, etc. Et le roman philosophique. Qui est un peu méprisé. Oui. Au profit du roman philosophique. Style. Non, du style. Oui, mais... C'est-à-dire que Modiano, c'est très compliqué de raconter l'histoire de Modiano. Oui. C'est une atmosphère. Une atmosphère. Oui, mais il y a toujours un personnage. Enfin, il y a l'histoire d'un personnage. Je suis d'accord avec vous, mais vous conviendrez que c'est très difficile de pitcher un roman de Modiano. Et ces deux, ces deux traditions littéraires s'opposent. Et j'ai le sentiment qu'en France, c'est plus chic de faire du style que d'inventer des histoires. Ce que je vous dis, moi, c'est que la littérature pense. Oui, et qu'elle pense autant que la philosophie, et qu'elle pense beaucoup plus. Et vous écrivez comment on pense plus à la littérature. Et vous écrivez comment on pense? Je pense, donc j'essuie. Non, l'écriture pense, P-E-N-S-E, elle ne soigne rien, mais elle pense, parce que le langage pense. Vous allez revenir. Mais écoutez, vous avez gagné votre. Vous avez gagné. C'est comme l'Académie française ici. Vous avez gagné le fauteuil. Vous avez gagné le fauteuil numéro 1. C'est le fauteuil numéro 1 qu'il a. C'est le fauteuil numéro 1. Vous êtes formidable. Formidable. C'est la surprise du jour. Tiens, je présente un printemps neuf. S'il vous plaît pas, je le rembourse. Formidable. Vous l'achetez. Simon Guillain. Il est 9h30. 10h30. La Russie commettrait des crimes de guerre, selon l'ONU. La haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet fustige des attaques à l'aveugle et à grande échelle menées par les troupes russes en Ukraine. 6 personnes de la communauté des gens du voyage ont été interpellées dans plusieurs villes de l'Est de la France. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une 60aine de vols dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le département de la Côte d'Or. Les interpellations ont eu lieu ce mardi dans 3 campements différents. Dernier jour pour l'État français concernant les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement veut atteindre son objectif d'une réduction de 40% de ce gaz d'ici à 2030. Des mesures supplémentaires doivent être présentées aujourd'hui pour atteindre cet objectif issu de l'accord de Paris. Un printemps neuf. Vincent Roy, édition du Cherche-Midi. Très belle couverture, très belle édition. Le quartier de Venise que vous préférez? Oui, le Dorso d'Ouro.
Voilà. D'accord. Bon. Vous le direz à un autre moment, c'est fini. Nicolas Baillet était à la réalisation. Quel plaisir de vous avoir rencontré. Moi, je ne connaissais pas. Ça fait ma joie, moi. Des gens enfin différents, originaux, hein, intelligents, sans doute. Cultivé. Vous verrez par la suite. Sébastien, ah oui, ça y est, vous êtes revenu là. Sébastien Bourbon était à la vision, Mathieu était au son. Merci à Marine Lançon. Et c'est toujours un plaisir d'être avec elle, même si lundi, elle ne sera pas là. Elle part pour Madrid. Maxime Lavandier était là également. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.